Merci à vous d'être là ce matin pour ces assises du Premium organisées dans le cadre de cette réflexion sur l'économie mauve. Comme il a été excellemment dit, l'économie mauve répond à cette exigence d'une intégration du culturel dans l'économique et on peut, à partir de là, faire des réflexions fondamentales sur le destin de l'économie ou de ce que l'économie doit être. Et compte tenu du thème précis de cette rencontre, de cette journée sur le Premium, je me suis attaché à resserrer le sujet et à prendre explicitement la question de Premium. Et essayer, si faire se peut, de conceptualiser un tout petit peu cette question du Premium qui est devenue, je pense, cruciale pour le destin de nos économies et peut-être de notre pays. Le monde économique dans lequel nous sommes, cela a été dit, ne se caractérise pas seulement par la libéralisation des marchés, la mondialisation et la financiarisation. Il se caractérise aussi par une nouvelle organisation de l'économie qu'on appelle souvent post-fordienne. Cette nouvelle organisation institue notamment un nouveau rapport de l'économique et du culturel, une intégration de la dimension culturelle dans la production des biens. La question du culturel est très large. Elle appelle une dimension anthropologique, sociale, la diversification du monde. Elle appelle la question des valeurs éthiques. Mais elle appelle aussi toute une dimension intellectuelle et immatérielle, et enfin une dimension créative esthétique sur laquelle j'insisterai, parce que je crois que c'est au cœur de cette question du Premium. On est à l'âge de ce qu'on a pu appeler le capitalisme culturel, créatif, artiste, et qui se définit par l'incorporation structurelle du paramètre créatif esthétique dans tous les secteurs qui touchent à la consommation. Pas le capitalisme en général, mais le capitalisme de consommation. Ceci concerne aussi bien l'élaboration des produits que la distribution, la communication, le management des marques. Je pense que toute réflexion sur le Premium doit partir de là. Cette nouvelle forme d'organisation de l'économie est nouvelle. La société de consommation s'est édifiée à partir de la fabrication en grande série de produits standardisés. Il s'agissait alors, avant tout, de produire des séries répétitives de produits. La compétitivité des entreprises reposait sur l'accroissement de la productivité du travail, l'abaissement des coûts, l'exploitation des économies d'échelle. On est alors dans une économie, pourrait-on dire, du quantitatif. Partout, la production standardisée domine les politiques de diversification et de différenciation des gammes de produits. La massification homogène l'emporte sur la variété et l'innovation. Ceci a changé. Dans la nouvelle économie, la recherche de la qualité doit l'emporter sur la quantité et l'innovation sur la répétition. Le monde du Fordisme était un monde mécaniciste. Il reposait sur la disjonction de l'économique et du culturel, du quantitatif et de l'esthétique. Nous sortons, je pense, de ce modèle. On est à l'âge non plus des disjonctions, mais des conjonctions entre des sphères autrefois séparées.
Le nouveau capitalisme coïncide avec l'essor d'un monde économique hybridisé par le culturel, l'esthétique, l'art, le créatif, la mode. De plus en plus, il fait tomber les anciens cloisonnements étanches. On est à l'heure du mélange des genres, des transversalités créatives, du croisement du business et du style, de la marchandise et de la mode, du commercial et du créatif. Le premium est l'une des illustrations de ce croisement. C'en est qu'une, il y en a bien d'autres, mais je m'en tiendrai à cela ce matin. Bien sûr, il y a un type de premium qui s'incarne, et cela a été dit, dans la haute technologie, dans la qualité technologique, par exemple les marques de voitures, la hi-fi, l'électronique. Mais même là, la dimension culturelle, à savoir celle du style, du design, est fondamentale pour faire gagner ces marques. Mais il y a aussi un type de premium qui se concrétise dans des produits à haute valeur culturelle, de type sensitif, comme dans la mode, le matériel sportif d'aujourd'hui, l'hôtellerie, l'alimentaire. C'est par cette dimension de valeur ajoutée, je dirais, émotionnelle, que souvent certaines marques sont classées premium et ne sont pas perçues comme inférieures au luxe. Il faut ajouter d'ailleurs que pour les consommateurs, la séparation premium-luxe est loin d'être toujours claire. Pour beaucoup d'entre les consommateurs, il n'y a pas de vraie différence. Ils ne voient pas la différence entre le premium et le luxe. Au demeurant, les marques de luxe elles-mêmes ont tout un ensemble de produits qui flirtent avec le premium, comme les produits cosmétiques, les parfums, mais aussi maintenant ce qu'on appelle les lignes bis, vendues 30 à 50% moins cher que les premières lignes. En ce sens, le premium est une catégorie qui n'est pas extrêmement claire, même si on sait que, grosso modo, ça renvoie au haut de gamme, à la qualité de finition et, pourrait-on dire, à une forme de luxe accessible. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance forte que les anglo-saxons appellent « trading up », qui consiste à faire monter en gamme les produits, à privilégier la qualité, la valeur ajoutée, et qui produit une certaine luxurisation de tout un ensemble de produits. Ce phénomène est en plein essor, touche tous les secteurs et s'applique à des catégories de prix très différentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul premium. Il y a plusieurs premiums. Du super premium high-tech au premium des marques de grande distribution, de l'ultra premium au popular premium. Alors maintenant, qu'est-ce qui caractérise dans le détail cette catégorie de premium? Si on entre un peu, on se rapproche de la question, comment essayer d'avancer un tout petit peu? Eh bien, on pourrait le prendre à différents niveaux, mais on pourrait démarrer par cette dimension culturelle, esthétique, fondamentale dans le succès des marques aujourd'hui, qui est le design. Même les produits qui autrefois étaient strictement utilitaires et avaient peu à voir avec la dimension du style, téléphone, montres, lunettes, matériel sportif ou de bureau, sous-vêtements, brosses à dents, tout ça qui étaient des produits à faible valeur esthétique, sont maintenant redessinés par des designers, relookés, transformés en accessoires de mode. Un design qui investit maintenant jusqu'au territoire des odeurs, des sons, des sensations tactiles. L'importance du design se lit dans la forme du produit, mais aussi
dans le graphisme, le packaging, le merchandising, le son, le toucher des produits, l'aménagement et l'éclairage des magasins, la conception des sites web. Bref, il y a là comme une esthétisation globale qui engage les formes, les lignes des objets, mais aussi les sensations perçues, les émotions du consommateur, bref, le vécu de bien-être. Le design de l'âge contemporain se sépare ainsi de son ancien positionnement qui était assez proche de l'activité rationaliste de l'ingénieur. On voit plutôt se développer un design, disons, de type émotionnel ou sensible, visant le ressenti du consommateur, ses fantasmes, son imaginaire, ses sens. Au design dirigiste et fonctionnaliste des origines a succédé un design émotionnel qui s'ouvre à la diversité des esthétiques en intégrant l'imaginaire du designer, le pouvoir d'évocation sentimentale des objets, la dimension du plaisir sensoriel du consommateur. Parce qu'une grande part des décisions d'achat aujourd'hui reposent sur des éléments émotionnels, le design doit communiquer, raconter une histoire pour séduire, faire rêver, donner du plaisir. Désormais, on ne vend plus seulement un produit, mais du style, de la beauté, des émotions, des sensations. Le monde marchand est devenu tout à la fois valeur d'usage, valeur d'échange, valeur esthétique. Ce rôle du design des produits dans la construction d'une marque premium est essentiel. C'est vrai dans le secteur automobile, mais c'est tout aussi vrai dans le secteur aujourd'hui de la téléphonie mobile. Apple, des machines à café, Nespresso, des équipements audio, Bose. Partout, les marques premium cherchent à développer un design épuré, élégant, raffiné, ainsi que la qualité de finition. Et lorsqu'il y a montée en gamme, il faut un nouveau design qui intègre qualité et excellence. C'est même vrai aujourd'hui dans la grande distribution, qui investit le créneau premium à travers ses marques propres, les marques de distributeurs. Les codes graphiques de saveur U, par exemple, ont ainsi une connotation régionale et traditionnelle. Les codes graphiques tirent vers les couleurs qui évoquent le terroir, la proximité géographique. L'ici même. C'est également vrai pour Reflet de France chez Carrefour. Dans tous les cas, le packaging et le design rappellent l'univers du luxe, un luxe devenu accessible. Et c'est ça, précisément, le premium. Ce rôle du design correspond à l'avènement d'un néo-consommateur. Depuis quelques décennies, en effet, on voit se développer un nouveau rapport au haut de gamme. Un rapport qui est plus affectif, plus sensible, plus intimisé. Au travers des dépenses coûteuses, on voit des hommes et des femmes qui cherchent moins à exhiber leur richesse qu'à éprouver des émotions esthétiques ou sensitives, moins à faire étalage de leur fortune qu'à ressentir des moments de volupté. Pour un certain nombre de consommateurs, la quête des jouissances privées, pour soi, l'emporte sur le désir de se montrer, sur l'exigence d'affichage et de reconnaissance sociale. C'est ainsi que l'époque contemporaine voit s'affirmer un consommateur de type inédit, une consommation émotionnelle, psychologisée, expérientielle, dans laquelle les sensations intimes ont plus d'importance que l'affichage social. En ce sens, le premium, ici, n'est plus seulement orchestré par une compétition pour le rang, il apparaît comme une dégustation de plaisir sensualiste. Bien sûr, la recherche de la distinction sociale, le souci du regard de l'autre n'a évidemment pas disparu. Mais on voit que dans un certain nombre de cas,
c'est la recherche de la mise en valeur individuelle qui l'emporte sur l'exhibition des signes de classe et du prix. C'est un changement majeur. À présent, il est plus important, par exemple, pour faire comprendre cette idée, de faire jeune que de faire riche. Tout un ensemble de consommateurs répugne à faire étalage de richesse, à vivre dans le décorum. Ils valorisent la discrétion, leur goût personnel, un art de vivre. Il y a toujours, évidemment, des différenciations sociales, mais elles sont centrées plus sur la personne que sur l'appartenance à une classe. Ce qu'on veut afficher, c'est un style de vie qui nous est propre, ses goûts personnels, son individualité, plus qu'un niveau de richesse ostentatoire. Cette consommation de type émotionnel se trouve maintenant dans des classes sociales très différentes. On assiste à une véritable démocratisation des désirs de qualité et de style. Dans les époques antérieures, ce qui commandait le rapport des classes populaires aux biens coûteux, c'était grosso modo, c'est pas pour nous. Il y avait une inhibition relative aux consommations coûteuses, en considérant que c'est du gaspillage, c'est du superflu, c'est pas pour nous. Ceci tend à disparaître. Les anciens tabous de classe se sont effacés au profit d'une attitude tout à fait nouvelle, à savoir les belles choses, pourquoi pas pour nous aussi. Aujourd'hui, un Européen sur deux, au moins, achète une marque de luxe qui est en fait une marque premium par an. Il n'y a évidemment aucune uniformisation des consommations, du fait du creusement d'ailleurs des inégalités de classe. Mais dans toutes les classes existe maintenant le désir des marques, le goût de la mode, du tourisme, des voyages, du mieux-être et du mieux paraître. Désormais, ce qu'on appelle le superflu a gagné ses titres de noblesse démocratique. Tout le monde y a droit, il est devenu une aspiration de masse légitime. Chacun désormais est enclin à prétendre ce qu'il y a de meilleur et de plus beau, à porter ses regards vers les produits et les marques haut de gamme. Pourquoi se priver? La société hédoniste de consommation et de communication a diffusé l'idée « on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter, il faut se faire plaisir ». Les individus ne sont plus enfermés dans des univers étanches et tout le monde considère avoir droit à l'excellence. Tout le monde aspire à vivre mieux dans des conditions meilleures. Le succès du premium repose sur cela. Désormais, le consommateur trouve normal, légitime, de se faire plaisir. Et précisément, les produits premium sont des produits plaisir. Un autre trait caractérise l'essor de l'économie fordienne, post-fordienne, pardon. Il s'agit du rôle majeur de l'innovation dans le succès des marques et du premium en particulier. Il s'agit désormais de séduire par la nouveauté, d'accélérer le lancement des nouveaux produits, réduire les délais de conception et de mise sur le marché des produits nouveaux. Nous sommes au moment où la diversification a pris le pas sur la répétition, l'innovation sur la production, l'immatériel sur le matériel. La production fordienne de masse ne correspond plus aux exigences de consommateurs désormais largement équipés en biens durables. Ce qui gouverne la marche des économies post-fordiennes, c'est le renouvellement perpétuel de l'offre, la prolifération de la variété, l'exacerbation de la différenciation marginale des produits. Chaque année, 20 000 produits nouveaux de grande consommation font leur apparition sur le marché européen. Plus de 800 nouveaux parfums sont lancés chaque année sur le marché mondial. L'accélération de l'obsolescence des produits s'observe partout et un très grand nombre de produits ont une durée de vie qui ne dépasse pas 2 ans. Plus de 50% des parfums disparaissent dès leur première année.
En ce sens, nous sommes au temps de la mode généralisée. Le capitalisme post-fordien est celui où la production et la communication sont remodelées par les logiques de l'éphémère et de la séduction, par un impératif de renouvellement et de créativité perpétuelle. Il est très significatif qu'une marque de luxe comme Hermès, tellement ancrée dans la tradition, eh bien une marque comme Hermès renouvelle tous les 6 mois les 2/3 de ses références. Les 2/3. Et c'est une marque profondément ancrée dans la tradition. C'est vous dire l'impératif de l'innovation. Le premium n'échappe pas à cet impératif d'innovation permanente. Et son succès est lié à cette stratégie d'innovation. Nespresso propose en permanence, quasiment chaque mois, de nouveaux parfums de café et une nouvelle gamme de machines tous les 2 ans. Au départ, Häagen-Dazs proposait un nouveau parfum de glace tous les 3 mois. À présent, les innovations représentent 40% de la croissance de la marque. Et l'innovation touche jusqu'à l'univers décoratif des magasins, gagné à leur tour par l'impératif du renouvellement. Il y a peu de temps encore, il fallait refaire un magasin tous les 7 ou 8 ans. À présent, il faut envisager souvent de le rénover au bout de 4 ou 5 ans. Toute marque premium doit ainsi investir dans l'innovation. C'est cette dimension qui lui permet de monter en gamme et d'afficher une image de créativité et de qualité. Une logique d'innovation accélérée qui néanmoins peut parfaitement se marier avec des principes et des valeurs de permanence. L'identité de la marque, évidemment, il ne s'agit pas d'innover tout azimut, mais dans la cohérence de l'identité de la marque, mais aussi en fonction d'une tradition, d'une recherche de l'authentique, du respect du terroir et du naturel. On voit ainsi se développer les labels d'appellation contrôlée, qui garantissent l'origine des produits alimentaires traditionnels, issus d'un terroir et d'un savoir-faire particulier. En même temps, la sensibilité aux questions environnementales et aux produits biologiques est à la hausse et devient une contrainte absolue. Tous ces éléments peuvent être intégrés dans la construction des marques premium parce qu'ils donnent une image de qualité, d'excellence. La marque premium diffuse alors une image de tradition, de qualité, de naturel, d'authenticité, de souci environnemental. Et on retrouve ces principes à différents niveaux. Par exemple, dans la grande distribution alimentaire, qui offre maintenant des gammes premium, fondées sur la proximité géographique des produits. Les produits premium, par exemple, du groupe Casino, viennent de producteurs locaux. Ce sont des produits issus des environnements proches des magasins, autrement dit, pas plus éloignés de 100 km. C'est un vecteur de cette dimension premium. Mais ça peut aussi concerner un plus haut premium. Par exemple, les vins d'appellation, les châteaux, qui jouent sur le prestige d'une région et d'un savoir-faire ancien. Dans tous les cas, les référentiels du terroir, de l'authentique, de l'écologique servent à construire une image de qualité nécessaire au premium. Le nouveau système économique ne se caractérise pas seulement par l'innovation, l'obsolescence des produits, l'inflation des nouveautés et de la variété. Il est aussi ce système qui a réussi à brouiller les oppositions traditionnelles entre l'économique, le culturel, l'art, la mode. On est à l'heure du mélange des genres et de l'hybridation des sphères. Chaque jour, le monde industriel se croise un peu plus avec l'univers de la mode. Les ustensiles de cuisine et de salle de bain, la lingerie, les chaussures de sport, les lunettes, ne sont plus seulement comme autrefois des produits techniques, voire des prothèses. Ce sont des articles de mode.
Le processus d'hybridation gagne toutes les sphères. À présent, les marques de sport se marient avec la mode. Puma s'est adressé à Jill Sander, Alexander McQueen. Thierry Mugler a signé une ligne de vêtements pour la Fuma. Adidas a fait alliance avec Yamamoto. Karl Lagerfeld a redessiné pour une série limitée la bouteille de Coca-Cola, Light. Stella McCartney et Madonna ont signé des collections pour H&M. On voit de nombreuses marques qui font également appel à des artistes d'avant-garde pour la conception de certains produits ou la décoration de leurs magasins. Tracey Emin a collaboré avec la marque Longchamp pour redessiner son fameux sac pliable. Swatch a fait redessiner de nombreux modèles de séries limitées par les artistes Vasarely, Almodovar, Sam Francis. Nous sommes à l'heure du mixage des genres, de la déstabilisation des distinctions traditionnelles qui opposaient culture artistique et culture matérielle, art et économie, avant-garde et marché, création et industrie. Renault s'est autoproclamé créateur d'automobiles et Mercedes a fait campagne sur le slogan « Nos voitures sont de véritables objets d'art ». Ce qui était autrefois des mondes disjoints sont des mondes qui s'hybrident l'un l'autre. Et c'est la chance du premium, c'est la chance de nos économies. De plus en plus, on voit dans ces nouvelles hybridations créatives un facteur de performance qui permet de renforcer la notoriété et l'image haut de gamme. Le co-branding, qui était initialement réservé aux labels de luxe, s'étend maintenant à d'autres secteurs, au premium en particulier. Et nous ne sommes sans doute qu'au début de cette logique d'hybridation, parce que l'hybridation permet aux marques de créer de la différence, de la différenciation qui est absolument impérative dans la guerre des marchés. Mais dans tous les cas, le premium doit être synonyme de qualité, de souci du détail, et souvent, aujourd'hui, de qualité environnementale. Pour nous, Européens, c'est la carte que nous devons jouer. Pour gagner les marchés internationaux, ce sont les dimensions de qualité, d'innovation, d'excellence, de mode, qui nous feront gagner des parts de marché, et non la seule dimension des prix. Sur ce point, nous serons toujours battus par les pays émergents, toujours. De plus, cette montée en gamme est en phase avec les goûts des nouvelles classes moyennes sur toute la planète et plus largement avec les attentes de plaisir et de qualité de vie. On est à l'heure de la formidable dilatation des territoires de la qualité de vie. La qualité de vie est à présent une exigence qui s'applique à toutes les dimensions de la vie. Les objets, la maison, l'alimentation, le paysage, l'environnement, le corps, le tourisme, la hi-fi, la ville. Plus rien n'échappe à l'exigence de la qualité de vie. Cette exigence exprime l'effondrement des grandes utopies collectives et simultanément la poussée des valeurs individualistes liées à la société de consommation. Bien-être, hédonisme, accomplissement de soi. Et rien n'arrêtera cette logique, cette quête du mieux-être, parce qu'elle fait corps avec le néo-individualisme. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, nos sociétés voient monter le low cost. Monter du low cost, pas seulement à cause des nouvelles formes de pauvreté, mais en raison des arbitrages des ménages qui économisent ici pour dépenser ailleurs. Le porte-monnaie n'est pas infini et les besoins s'accroissent sans cesse. D'où la recherche de produits à bas prix et des marques low cost. Mais de l'autre côté,
On voit exactement l'inverse, le succès du premium, parce que ce sont des produits plaisir, et que le plaisir est devenu légitime pour tous. En même temps, ces produits peuvent compenser la dureté du temps de crise et rompre l'ordinaire des jours. C'est ainsi qu'il y a une sorte de bipolarisation de la consommation, à la fois croissance du low cost, à la fois croissance du premium, et je pense que cette dynamique-là de bipolarisation a toutes les chances de perdurer. De fait, le capitalisme de consommation a créé un consommateur toujours plus désireux de beaux objets, de mode, de produits cosmétiques, de décoration d'intérieur, mais aussi de sensations gustatives, de découvertes culinaires. On voit cette esthétisation du consommateur à travers non seulement les exigences de qualité design dont j'ai parlé tout à l'heure, des concept stores, des bars lounge, du tourisme, des boutiques hôtels, qui sont des formes du premium. Mais aussi, on voit cette montée d'exigences esthétiques au sens grec du terme, d'aesthésis, des sensations, à travers le succès des livres de cuisine, des livres et des réunions œnologiques, des dégustations de vins commentés, des visites touristiques des caves et des domaines viticoles. Nous assistons non pas au dépérissement de masse de la sensibilité au beau, mais à la démocratisation des aspirations et des expériences esthétiques sensitives. La vérité est que le capitalisme de consommation a enrichi les attentes esthétiques des individus, la sensibilité au beau, l'appétit des sensations et des expériences nouvelles. Et même dans les pays émergents, en Chine par exemple, le processus est en marche. Ça commence et ça ira très vite, notamment avec l'essor du tourisme et d'Internet. On voit maintenant des Chinoises qui achètent les marques pour elles-mêmes, pas pour être vues et se montrer. C'est la même chose au Brésil. De fait, le capitalisme de consommation ne cesse de développer une consommation de plus en plus abondante d'expériences esthétiques au sens originel de sensations, d'expériences sensibles et émotionnelles. Il y a donc moins paupérisation du consommateur, comme cela est souvent dit par les esprits chagrins, qu'élévation des exigences esthétiques de qualité et de beauté. C'est évidemment une bonne nouvelle. On peut donc prédire un bel avenir au premium et aux produits de qualité. C'est la chance pour la France qui a une longue tradition en ce domaine, c'est la chance pour nos entreprises. Alors, bonne chance. Je vous remercie.